J'aimerais savoir comment vous voyez le destin de la France vis-à-vis de l'Europe, c'est-à-dire au niveau politique bien sûr, mais avec si éventuellement la France quittait l'Europe, l'Union européenne, quelles seraient les conséquences économiques, financières et sociales qui en découleraient? Alors je voulais grouper des questions, et celle-là est tellement importante que vous me permettrez d'y répondre tout de suite, parce que je me permets de reprendre déjà l'intitulé. D'abord, ne confondons jamais l'Union européenne et l'Europe. L'Europe et la construction européenne, c'est trois choses différentes. L'Europe, c'est un continent, et la France en est au cœur. On ne peut pas aller d'Espagne en Allemagne, ça ne va pas y aller par les airs, sans passer par la France. On ne peut pas aller d'Angleterre en Italie sans passer par la France, encore qu'on peut faire le tour par la Suisse. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans la mentalité française, et notamment dans les médias, on confond toujours les trois. L'Europe, c'est un continent, on est au cœur de l'Europe, et on ne va pas déménager la France. Comme dirait la Palisse, la France n'est pas une île. Mais je pensais à l'Angleterre à côté, qui a une philosophie obligatoirement différente, malgré le tunnel. Deuxième point, la construction européenne. La construction européenne, c'était l'idée de ne jamais revoir les tragédies des guerres mondiales qui ont ruiné l'Europe. C'est une évidence, parce que le déclin de l'Europe a commencé à la Première Guerre mondiale, qui a été une abomination, et la Seconde aussi. Et donc, qui peut être hostile à cette idée de réconciliation des peuples européens? Personne. Et en tout cas, ceux qui me disent t'es anti-européen au sens comme si je voulais la guerre avec l'Allemagne sont absurdes. En revanche, ensuite, il y a l'Union européenne, qui est une construction artificielle de même nature que l'Union soviétique, qui est une construction qui va mourir de ses échecs. Et si, j'ose le paradoxe, si on veut sauver l'Europe au sens général, ou la construction européenne au sens général, il faut se débarrasser au plus vite de ce poison qu'est l'Union européenne d'aujourd'hui. Et ce qui est tragique, c'est que les dirigeants qui ont cédé ce pouvoir à ces intérêts, parce que derrière cette construction, ce ne sont que des intérêts, utilisent la naïveté et les bons sentiments de l'ensemble des peuples et discréditent tous ceux qui refusent cette construction, cette Union européenne, en disant ah, vous êtes donc de dangereux, vous allez faire la guerre, vous voulez... voilà. Et profitent du traumatisme français, parce que notre pays, dans ses profondeurs, et c'est pas dans ces régions que je vais vous l'apprendre, est encore traumatisé par ces conflits. On n'a pas deux conflits mondiaux, comme la Première Guerre mondiale et la Seconde, sans avoir des conséquences sur la psychologie des peuples. C'est évident. Et vous le voyez bien d'ailleurs, quand vous parlez dans la rue, quand vous expliquez aux gens, ils vous disent « Ah oui, vous avez raison, mais monsieur Dupont, moi combien de fois des gens m'interpellent dans la rue, mais monsieur Dupont-Aignan, alors vous voulez revenir avant la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait des compétitions, et vous voulez la guerre, quoi. Et vous avez bien vu les arguments de ras des pâquerettes, de ceux qui n'ont plus d'arguments. C'est en gros, ah bah oui, mais alors vous voulez pas la paix. C'est pas l'Europe, l'Union européenne qui a créé la paix. C'est la paix qui a existé liée à la réconciliation, et après, ils ont créé cette machine folle qui leur a échappé. Donc j'espère que je suis clair. Il n'est pas question de sortir de l'Europe, parce que la France, elle est au cœur de l'Europe. Mais en revanche, je vous dis une chose très claire, l'Union européenne ne survivra pas, et c'est tant mieux, à la rupture de la France. Et moi, je vous dis clairement, il faut rompre l'ensemble des traités européens, il faut avoir le courage de l'assumer, non pas pour détruire l'Europe, ou la construction européenne, mais pour dire, on a été trop loin, on a été dans une optique supranationale, antidémocratique, et ma conviction, c'est que le jour où la France se lève, et si les Sarkozy et Hollande avaient été un peu courageux, mais l'ensemble des peuples d'Europe suivaient. Parce que le combat, il n'est pas, et j'aimerais que Laure, après mon départ, vous en parliez, de nos liens avec les autres. Le combat, c'est pas le combat de la France contre les autres peuples, c'est le combat de tous les peuples d'Europe contre une dictature financière qui a les oripeaux de la belle Europe. Vous comprenez? Donc, le jour où la France se lève, mais il y aura obligatoirement une adhésion des autres peuples, et notre pays se lèvera le premier, parce que ce système tombera à cause de la révolte française, comme l'euro mourra à cause de l'explosion française.
qui viendra dans les années qui viennent. Alors je ne peux pas vous dire quand, est-ce que c'est l'année prochaine, en 2015, en 2016, j'en sais rien. Donc l'enjeu pour moi, c'est pas comment vous dire, de nier ce phénomène, ça va se passer. La question majeure, il y a deux questions qui se posent. Est-ce que ça se fera dans le drame? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut attendre le drame pour corriger le tir? C'est-à-dire rompre les traités, les renégocier les traités, c'est-à-dire dire on n'applique plus ces traités. En revanche, on n'est pas hostile à bâtir avec vous, Allemands, Italiens, Hollandais et autres, un partenariat, des coopérations entre des nations qui restent libres, maîtres de leur destin, parce que la démocratie ne s'exerce qu'au niveau national. C'est l'Europe des nations du général de Gaulle. Il y a deux Europes possibles. Il y a l'Europe des nations qui coopèrent entre elles, c'est le mode intergouvernemental, et vous avez l'Europe supranationale. C'est un peu technique, mais c'est en même temps très simple. Dans un cas, on travaille ensemble, mais on fait chambre à part. Dans l'autre cas, on met tout le monde dans la même chambre, et ça finit en pugilat. Voilà, c'est tout. Et c'est parce qu'on va trop loin dans cette Europe supranationale que vous avez le retour des haines, et obligatoirement la cocotte minute, parce que cette Europe supranationale aboutit à un rêve fou, qui est un rêve de technocrate cinglé, qui croit que tout le monde est pareil. Mais un Grec ne fonctionnera jamais en économie comme un Allemand de Hambourg. Un Français n'a pas la même tradition de service public. Il n'y a pas les mêmes cultures, il y a des pays millénaires. L'Europe ne peut exister que si elle respecte les nations et les peuples. Parce que c'est le cadre de la démocratie, et parce que nous avons des histoires, des caractères. Et puis parce que la fusion n'a jamais fait l'adhésion. En revanche, je suis précis, une fois qu'on a retrouvé notre liberté d'agir, que nous ayons un projet, ce sera le projet qu'on va développer aux élections européennes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de partenariat et de coopération pour peser dans la mondialisation sur certains sujets, oui. Airbus, est-ce que l'aérospatiale française Sol Caravelle aurait pu conquérir la position qu'a pu conquérir Airbus? Je ne le crois pas. Et on a eu raison de faire Airbus, mais on l'a fait avec un pays leader qui était la France et qui s'est laissé marcher dessus par les Allemands, entre parenthèses, mais ça c'est plus récent. Et deuxièmement, 3-4 pays, et on a fondé quand même le concurrent. Moi quand j'étais gamin, je me souviens, Airbus n'existait quasiment pas, c'était le début. Je me souviens très bien, mes parents disaient, est-ce qu'on va arriver à vendre un avion Airbus? Il n'y a que Boeing et McDonnell. Aujourd'hui, nous sommes à parité. Donc ça veut bien dire que nous avons tout à fait la capacité de faire des choses. Quand le général de Gaulle a lancé le programme nucléaire français, je veux dire de la bombe atomique, tout le monde se marrait en disant la bombe bimette, disait Mitterrand. Et c'est aujourd'hui notre seul outil de défense qui reste. Donc ça veut dire que dans l'histoire, on peut faire des choses. Nous sommes un grand peuple, on ne peut pas tout faire. Donc, moi, on a fixé avec Laure Ferrari et l'ensemble des candidats les 5-6 programmes majeurs. Lutte contre le cancer, nanotechnologie, énergie propre, le panneau solaire du XXIe siècle, qui aura un bon gain énergétique, les hydroliennes, c'est-à-dire les éoliennes sous l'eau, pour les marées, voilà de grands projets, le développement de l'Afrique. Et on n'est pas capable. Et eux qui se disent européens toute la journée, ils n'ont pas sorti un projet depuis 20 ans. Pas un. Pas un. Donc voilà. Donc, si vous voulez, je ne crains pas du tout la rupture des négociations, des traités. Je ne crains rien si on propose une alternative. En revanche, si on laisse pourrir la situation, alors là, oui, je crains des troubles sociaux graves, des troubles politiques, le retour des haines, parce que quand vous savez vous n'avez plus rien à manger, et bien vous êtes prêt à vous jeter dans les bras de n'importe qui. C'est ça la réalité. C'est évident que c'est dur, parce que vous le voyez bien, on est entre deux forces. On a le système qui est complètement contre nous, parce qu'ils savent qu'on est beaucoup plus raisonnable que les extrêmes, et que nous on peut gagner, parce qu'on ne fera pas peur. Et puis il y a les extrêmes qui veulent avoir le monopole de la colère, parce que c'est tellement simple de gueuler toute la journée. J'ai fait un débat hier avec des gens de chez Mélenchon, fatigant quoi, fatigant. Ils repartent toujours sur les mêmes anciennes, on se croirait revenu au fond de la mine au 19e, quoi. Bon, basta, quoi, ça suffit. Donc il y a les bonnes manifestations et les mauvaises, il y a les riches qui sont tous méchants et les pauvres qui sont tous gentils. Enfin, c'est fatigant parce que c'est déconnecté de la réalité. Et en même temps, il y a beaucoup de sincérité, il y a des gens très bien, et il y a des très grands patriotes de gauche. Donc, je veux dire, mais
Et puis de l'autre côté, il y a la famille Le Pen qui joue de l'ambiguïté, qui à la fois, elle change, et moi j'ai jamais dit, et c'est pour ça que la presse m'en a voulu, parce que j'essaie d'être objectif, pas dire que Marine Le Pen est comme le père, pour autant elle joue des deux. Et il y a cette ambiguïté, et tous ceux qui font un passage au Front National reviennent souvent, en se disant, bon, la colère peut être positive, mais en même temps on n'a pas envie d'aller au bout. Voilà l'enjeu. Et la France est prisonnière des deux. Et ils jouent ensemble, en permanence. Et ils ne veulent pas qu'il y ait des gens comme nous qui émergent. Parce que nous avons la bonne voie. Voilà. Donc sur l'Europe, il n'y a aucun risque à ouvrir la crise maintenant. Au contraire, plus on attendra, plus ça pourrira, et plus ce sera difficile. Mais pour ouvrir la crise dans un pays qui est sous une emprise médiatique terrible, parce qu'en Angleterre, j'ai beaucoup discuté avec Nigel, je vous raconterai ça après mon départ, en Angleterre, ils ont la chance d'avoir encore des réflexes, des défenses immunitaires beaucoup plus fortes. Mais en France, il faut la réveiller, d'abord. Voilà. J'étais trop long, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors après, il y a les questions techniques. Mais les questions techniques, vous savez, quand il y a la volonté, quand il y a un cap, et quand on sait où on veut aller, la France est suffisamment riche pour affronter les questions techniques, parce que si on sait où on veut aller, on réglera nos problèmes. On est dans un désastre, mais on peut s'en sortir très vite. On a toutes les capacités de s'en sortir. Il n'y a aucune raison qu'on ne s'en sorte pas. Malgré l'importance de la dette. Mais la dette, mais il n'y a pas d'importance de la dette. On vous culpabilise avec la dette à longueur de journée. La dette... Non, mais la dette, c'est le... Attendez, excusez-moi, je vais vous répondre sur la dette. On vous culpabilise sur les retraites. On vous culpabilise sur la sécurité sociale. On vous culpabilise sur la dette. Ça n'existe pas. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez ce que fait l'Angleterre en ce moment? Vous savez combien de déficit public l'Angleterre? 7%. Le double quasiment de la France. Un peu moins, un gros tiers de plus. Et vous savez ce que fait M. Cameron dans l'indifférence générale, mais il n'y a pas un article de presse qui en parle en France. La Banque d'Angleterre finance chaque année 100 milliards, ce que je proposais à la présidentielle, le budget de l'État, à 0%. Et rachète les créances, voilà, comme le Japon, comme les États-Unis, comme la Chine. Et la dette, elle est rachetée par la Banque d'Angleterre qui finance. Alors, il ne faut pas le faire trop. En même temps, ils réduisent leur déficit, mais ils ont eu l'intelligence, le gouvernement anglais, de quoi? De ne pas accabler d'impôts les Anglais. C'est pas la réduction des déficits qui compte, c'est la création de richesses. Et donc, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé les impôts sur les créations d'entreprises, ils ont baissé l'impôt sur les sociétés. Il y a toute l'industrie automobile qui repart, ils ont baissé la livre de 20% pour être compétitifs. Et puis après, ils réduiront la dette. Et en attendant, qui assure les fins de mois? La Banque d'Angleterre. Comment le général de Gaulle a fait quand il est revenu en 58? Souvenez-vous, il a pris des mesures de rigueur, oui, mais en même temps, il a créé le nouveau franc qu'il a quand même dévalué de 20%, ce qui a donné un coup de fouet à notre industrie. Et puis, il a investi dans les industries du futur. Il a investi comment? La Banque de France faisait des avances à 0%. On ne passait pas sur les marchés financiers. Et ce n'est qu'après que Giscard et Pompidou qui ont mis la loi de 73, qui oblige l'État à se financer sur les marchés financiers. Je vais vous passer la parole. Ça veut dire quoi? Je ne dis pas qu'il faut financer la planche à billets de manière excessive, bien évidemment. Je dis simplement qu'on vous culpabilise avec l'histoire de la dette, et l'importance, c'est pas la dette, c'est la création de richesse. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut dépenser n'importe comment. Il faut réduire nos dépenses de fonctionnement, il faut réduire les gaspillages, il faut investir. Mais ce que je veux dire, c'est que la priorité absolue, c'est la création de richesse dans notre pays. Mais ils n'ont rien compris, et ils mènent une politique malthusienne. On mène exactement la politique de Laval, dans l'entre-deux-guerres de 1935, qui a mis la France à genoux, pendant que l'Angleterre dévaluait pour reconstituer son effort. L'histoire, malheureusement, se répète. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'on le fait pourquoi? Parce qu'on a perdu la maîtrise de notre monnaie. Le problème de l'euro, c'est pas tant la monnaie, encore qu'elle affaiblit nos entreprises, qu'elle est surévaluée, elle est ajustée sur l'Allemagne, qui n'a pas la même structure productive, qui n'a pas la même démographie. Mais le problème de l'euro le plus grave, c'est que la zone euro est le seul espace monétaire dans le monde qui ne peut pas financer son budget de l'État par la Banque centrale, c'est-à-dire monétiser. Ça veut dire que la zone euro se met à un handicap considérable. Alors je ne dis pas que la dette n'est pas importante, vous comprenez mon esprit. Je dis qu'il faut réduire les dépenses, il faut augmenter les recettes. Mais si on accable d'impôts dès le départ l'économie, eh ben les recettes elles ne vont pas augmenter. Et donc vous ferez des réformes de retraite. Dans 2 ans, il y a une réforme de retraite. Parce qu'on a perdu là 300 000 emplois depuis qu'Hollande est arrivé. Et on en avait perdu 700 000 sous Sarkozy, ou 500 000. Et on va en perdre 300 000 l'année prochaine. Et donc il y aura une réforme des retraites, puisqu'il n'y a plus de cotisation. Donc vous comprenez qu'il faut prendre le problème complètement à l'envers. Je vous passe la parole, monsieur, rassurez-vous. C'est ça que je veux vous dire. Mais pour prendre le problème à l'envers, il faut avoir notre liberté d'agir.
Liberté monétaire, liberté budgétaire, liberté de contrôler nos frontières pour pas prendre n'importe qui, liberté de gérer notre budget, de gérer nos lois. Voilà, je suis trop long. Monsieur, il y a des questions. Bien, monsieur le frère. Et on va. Alors allez-y. Comment? Non, non, non. Non. Pourquoi? Non. Ah oui, mais c'est pas obligatoirement de la création de l'inflation. C'est une inflation pas permanente. Non. C'est une inflation ponctuelle. C'est pas obligatoirement une... Attendez. Les riches, ça leur pose un problème. Excusez-moi, les banques centrales aujourd'hui ont créé beaucoup de monnaie au profit des banques. Donc on pourrait dire qu'elles créent de l'inflation. Si l'argent que vous créez par la banque centrale sert à l'investissement, comme du temps du général de Gaulle, vous ne créez pas d'inflation excessive. Si ça sert le fonctionnement, vous avez raison, ça peut créer une inflation. Donc c'est comme de conduire une Ferrari, il est clair qu'il ne faut pas accélérer dans le virage. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des accidents de voiture qu'on doit interdire au pouvoir politique de conduire sa voiture. Vous comprenez? C'est ça. Alors, l'Angleterre se prépare à une inflation de 2-3% qui va aider aussi à absorber tout ça. On me fait signe qu'il y a le train, mais je veux continuer. Allez-y. Deux questions de chiffres. Nous faisons partie de l'Europe, nous abondons en recettes le porte-monnaie européen et la France, en échange, reçoit. Y a-t-il un delta? Oui, 7 milliards. 7 milliards. Donc, nous payons 7 milliards, dire le solde est négatif pour la France de 7 milliards. Très bien. Vladimir, parce qu'il y a des questions. Oui, juste 2 secondes. La dernière, la France, et peut-être comme d'autres pays, est très régulièrement condamnée par la Cour européenne de justice. Si tu en savais quel était le coût, quid des frais de défense, si tant est qu'on est défendable. Considérable. On va prendre plusieurs questions. Monsieur devant. Monsieur devant. Madame. Allez, madame, elle est tout près. Allez. Bonsoir. Quelle est la différence entre vous, votre parti, et la partie de Marine Le Pen? C'est pas un reproche, hein. Mais il n'y a pas de souci. Très bien. Il y a une différence d'histoire. Nous sommes des gaullistes. Elle vient d'un parti d'extrême droite. Première différence. Deuxième différence sur la conception du pouvoir. Nous n'avons pas la même conception du pouvoir et si nous étions élus, ou elle était élue, je pense qu'il n'y aurait pas la même attitude vis-à-vis de la démocratie. Troisième différence sur la société, par exemple, sur le droit des femmes, sur l'avortement, sur des questions comme ça où il y a des grosses différences. Et quatrièmement sur l'Europe, où nous pensons que le mot sortir n'est pas le bon, parce qu'il nous culpabilise. Et il fait peur aux Français, il est anxiogène, et moi je pense qu'il faut renégocier. Enfin, dernier point, j'en finis, je déteste, peut-être parce que je suis un élu de banlieue, que j'ai beaucoup de jeunes qui sont issus de l'immigration, je déteste le procès d'intention préalable sur toute personne qui n'est pas français de souche. Ça, je le déteste. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas contrôler notre immigration, et là, elle a raison. Mais l'immigration zéro, je ne pense pas que ça existe. Moi, je veux la réduire très fortement. En un mot, je pense qu'on doit contrôler nos frontières. Je pense qu'on doit affirmer les lois de la République et ceux qui ne respectent pas les lois de la République doivent être expulsés. Mais en revanche, je pense qu'une fois qu'on est français, eh bien, on ne peut pas avoir un pouvoir qui tout de suite suspecte. Et la phrase qui montre la différence entre Madame Le Pen et moi, c'est pendant la campagne présidentielle quand elle a dit « tous ces jeunes des quartiers qui sont des méras en puissance ». Vous vous souvenez, il y a eu l'affaire Mera. Pour moi, ça, c'est pas acceptable parce que, bien sûr qu'il y a des Méras. Mais c'est la vérité. Non. Ben oui. Non, excusez-moi, je vous réponds. Il y a, bien sûr, des jeunes de l'immigration qui sont un échec. Mais cet échec, c'est la faute des gouvernements qui ont été laxistes, qui laissent perdurer des situations, qui n'ont pas expulsé des délinquants, qui n'ont pas fait preuve d'autorité. Mais c'est pas parce que vous naissez dans un quartier de parents étrangers que vous êtes obligatoirement un mérat en puissance, ça je ne l'accepte pas parce que c'est pas vrai. Et il y a des enfants d'étrangers qui habitent notre pays, heureusement beaucoup, qui n'ont aucune leçon d'esprit patriotique à recevoir et qui sont de Français qui aiment la France comme jamais. Et donc je n'aime pas qu'on désigne à l'avance. Voilà, c'est tout. Et je crois même que c'est inefficace. Parce que je crois qu'on réussira à sauver la France si on rassemble les Français. Le patriotisme, c'est pas de choisir les bons Français et les mauvais par avance. C'est de donner envie à tous les Français d'aller dans le même but. Et de sanctionner ceux qui ne le font pas. Voilà. Allez-y. Pour le foulard, est-ce qu'il y aura 0 foulard quand vous serez président? Oui, le foulard intégral, bien sûr, doit être totalement intégré. Et les signes extérieurs, bien évidemment, c'est une
fondamentale. Je suis pour l'assimilation. Et c'est parce qu'on fait l'assimilation qu'après on ne regarde plus la couleur. C'est quand on laisse le communautarisme qu'on nourrit les haines. Et on va finir en guerre civile, puisqu'on ne fait pas. Voilà. Allez, monsieur là, le jeune devant, monsieur après, et j'y vais. Parce que je vais louper mon train, c'est ça? Quelle heure est-il? T'es sûr que t'as montré tout à l'heure? Oui. Alors il faut que j'y aille. J'observe finalement que vous ne regroupez pas les questions comme le faisait le général de Gaulle, ce qui me rassure parce que ça lui permettait souvent d'éluder certaines questions. Mais je ne suis pas le général de Gaulle et je n'ai pas cette prétention. Tout à fait. Non, parce que vraiment, c'est pénible. Je vous le dis pour vous, parce que souvent on dit tu reprends le flambeau et c'est adorable de ta part. Mais on ne vit pas, voyez, personne n'a le droit de se. Je ne me permettrai pas. Non, mais j'ai horreur de ceux qui se permettent ça. Voilà, je me présente, je m'appelle Franck, je suis adhérent à l'Union populaire républicaine, UPR, fondée par François Asselineau. Vous venez de faire un constat terrible de la construction européenne, l'Union européenne, en prévoyant même son effondrement. Moi, ma question sera simple. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas reprendre tout de suite l'initiative et faire comme le propose François Asselineau, jouer l'article 50 du TFUE qui prévoit la sortie en toute sérénité de la construction européenne? Je vais vous répondre, je passe à l'autre question tout de suite, non pas pour faire comme le général de Gaulle, mais parce que monsieur a demandé depuis longtemps et vous allez lui passer le micro et je vous réponds globalement avant de vous quitter, mais vous partez pas parce qu'elle a beaucoup de choses à vous dire sur ce qu'on va faire. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement votre position sur l'euro. Est-ce que vous êtes partisan, vous préconisez dans le cadre de votre projet une sortie claire de l'euro et selon quelle modalité? Alors, vous avez tout sur notre site internet. Non mais je vous enverrai, mais vous donnez votre nom et on vous enverra. On a fait un document de 10 pages très précis qui répond à toutes les questions. Nous sommes pour le démontage total de l'euro. En revanche, nous pouvons maintenir un système de coopération monétaire, style SME, qui permettrait... Alors, il y a deux solutions, la monnaie commune ou rien. La monnaie commune, fondamentalement, j'y crois pas beaucoup, mais ça rassure certains. Le point clé, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir des parités flexibles permanentes, dans le cadre d'un système monétaire européen comme du SME, on ait des parités fixes, réajustables tous les ans, pour éviter des yo-yo spéculatifs. C'est tout. C'est ça, moi, qui m'importe. Voilà. Le reste, je ne crois pas à la monnaie commune, parce que je crois que quand on sortira de l'euro, ça sera dans des trous terribles, et qu'on ne fera pas une espèce de système compliqué. Et je ne crois pas à la complexité. En revanche, je crois que c'est important d'avoir des parités fixes, réajustables annuellement, selon un calendrier bien précis, de manière à éviter des fluctuations erratiques entre pays très proches. C'est tout. Sur l'article 50, et je finis là-dessus, je refuse cette idée de l'article 50 et j'ai jamais compris comment Asselineau, qui n'accepte pas les lois de l'Union européenne, se plie à un article. On rompt un traité non pas en fonction de l'article 50 ou de l'article Trucmuche, on rompt un traité en fonction de la souveraineté nationale. Et je ne veux pas rentrer dans le schéma « Ah, je vais respecter l'article 50 de l'Union européenne pour m'en aller de l'Union européenne ». Non, je dénonce les traités, comme le général de Gaulle est sorti de l'organisation militaire intégrée, et on se met ensuite dans une négociation politique. Je refuse ce juridisme absurde, qui n'a aucun sens. Voilà. Je sais pas si je peux juste répondre. Allez-y. La Constitution française prévoit que le président est garant des traités. Oui, mais la Constitution française prévoit l'application de la Convention de Vienne qui permet de rompre tout traité. Tout traité. N'allez pas chercher l'article 50. Ne vous mettez pas dans la gueule du loup. Mais justement, c'est inconstitutionnel, alors que le président, normalement, est garant des traités. Mais il y a un article c'est pas qui inconstitutionnel. prévoit, ça permet de sortir non, parce que en l'article qui le prévoit, il rentre dans toute une dispositif de l'Union européenne, et moi j'estime qu'on ne doit pas rentrer dedans. Voilà. Je vous laisse continuer. Au revoir Nicolas, merci, rentrez bien. Dépêchez-vous, vous allez louper votre train. Oui. rentrez, vous allez l'article 50. Est-ce qu'il y a encore des questions pour nous autres? Il y a le monsieur... Non mais oui, si possible, il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. C'est juste pour l'humour, dommage qu'il soit parti, parce que notre ami Nicolas a dit tout à l'heure, je pilote une Ferrari, il doit être soumis à l'ISF et tu vaux cher. Bon succès. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que moi, je vais devoir aussi prendre la route assez rapidement. Oui, mademoiselle? Devant mon accordéon? Ah oui, il restera vite que Michel. Oui. Bonsoir Laure. Bonsoir. Alors moi j'ai une question, oui, tu vas peut-être me disputer. Oui. Le problème des gens qui ne votent pas, c'est qu'ils se demandent à quoi tu sers. D'accord. Si toi tu es élue députée européenne, qu'est-ce que toi tu peux faire en étant élue que d'autres ne pourraient pas faire, concrètement?
Concrètement, c'est simple, c'est voter systématiquement à l'encontre des amendements. Parce que je ne sais pas si on vous a déjà expliqué en fait comment le processus législatif européen, en fait, il y a la Commission européenne qui soumet une proposition de loi qu'elle soumet au Parlement européen. Et le Parlement européen, en fait, dispatche en fonction de la nature de la proposition, en fonction des commissions européennes. Le gros souci, si vous voulez, dans ce processus, c'est que le Parlement ne peut refuser une proposition à la première lecture. Donc ça veut dire qu'il est obligé finalement de mettre des amendements. Et c'est là que tout commence, et les gens pinaillent, et patati et patata. Ce que l'on peut faire, notamment quand on a des alliés, parce que nous avons des alliés, nous avons notamment les alliés de UKIP et les alliés de l'AfD en Allemagne, excusez-moi, avec lesquels nous comptons faire alliance l'année prochaine, c'est qu'en tant que groupe, tu peux déposer des amendements, et un des amendements les plus efficaces, c'est demander l'annulation. Et une fois que toi tu demandes l'annulation à proprement parler d'une partie de la proposition, ou bien même de la proposition en but en blanc, et que tu obtiens après la majorité auprès des membres élus qui sont au Parlement européen, et ben là tu arrives à faire quelque chose. Seulement il faut être constitué en groupe, seulement il faut avoir des alliés. Sans ça tu n'y arrives pas. Et on a cette chance à Debout la République, c'est d'être en train de constituer justement un futur groupe de parlementaires. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce que tu peux dire, ce que vous pouvez dire aux gens, c'est de dire au moins elle ne votera pas comme l'UMP et le Parti Socialiste. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des statistiques sur les résultats de vote justement au Parlement européen qui se sont rendus compte que le Parti Socialiste et l'UMP votaient à 85% de la même manière. Et alors, la réponse, c'est énorme. Et je me propose de me faire cette voie d'opposition avec d'autres patriotes. Je ne serai certainement pas la seule. Et dans le cas où je suis élue, bien évidemment, on n'y est pas encore. Et voilà, c'est ça. Et pour répondre à la question, mais sous un autre angle, ce que je dis souvent aux abstentionnistes, je dis n'oubliez pas que même si vous vous dites non politisé, vous l'êtes quand même. Par les financements publics des partis, des grands partis, votre argent va dans les poches de partis politiques. Alors, quitte à ce que votre argent parte quelque part, allez voter, déplacez-vous, votez avec votre cœur. Alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, là, le débat, il n'est même pas... mais il faut que les gens se disent que d'aller voter aux européennes, même si c'est un scrutin que tout le monde oublie, que tous les gens pensent inutile, il est quand même important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ça peut aller. T'es déçu? Non, ça peut aller. D'accord, non, parce que du coup, j'ai peut-être perdu le fil du... Non, c'est bon. Ça m'arrive. Article 5. Je vous attends. C'est marrant, Luper, vous êtes de tous les coups. Monsieur aux lunettes, là-bas. Est-ce qu'il y a moyen de développer les alliances avec UKIP, etc. Oui. Bon, alors, comment vous expliquer? Au sein du Parlement européen, les parlementaires... Oui. Avant de le développer, j'ai une question qui est un préalable à ça. Oui, je vous écoute. En France, toute la politique est sous-battée par la franc-maçonnerie. Quelle est l'influence de la franc-maçonnerie au Parlement européen? Alors, c'est une bonne question. Parce que, un exemple, je sais pertinemment que dans le groupe de la droite européenne, l'Union populaire européenne, et dans la gauche socialo-écologique au Parlement, ce sont les mêmes francs-maçons qui en France et en Allemagne qu'on retrouve là. Eh ben, du coup, je vais travailler dessus parce que moi, justement, je fais pas partie de... Je vais pas boire des coups avec ces gens-là. Du coup, je suis peut-être pas suffisamment informée, mais ça vaudrait le coup de voir. Mais les statistiques sur la France, mais j'arrive pas à les avoir. Voilà, je vais regarder. Mais moi, à mon niveau, en tout cas au sein de notre groupe, c'est vrai. Bon, écoute, on va travailler dessus. Pour répondre à l'autre question, donc. Les parlementaires européens ne s'assiedent pas en fonction de leur pays, donc ils ne représentent pas leur pays, ils représentent des idéologies. C'est-à-dire que tous les socialistes des pays forment le groupe des socialistes, tous les démocrates crétins, chrétiens, est-ce que ça n'est pas un lapsus révélateur, je vous dis je suis chrétienne. Se mettent ensemble. Donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de groupe qui représente l'intérêt des partis, l'intérêt des nations.
Mais nous, notre groupe qui s'appelle l'Europe des libertés et de la démocratie a fait le choix de ne surtout pas voter de la même manière et de respecter les choix des indépendants. Et dans ce cadre-là, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'alliés. Je vous parlais du Royaume-Uni. On a aussi des alliés en Finlande qui ont quand même 42 députés élus. Je ne parle pas des eurodéputés, je parle de l'Assemblée, l'équivalent de leur Assemblée nationale. On a des Danois, on a des gens du parti Alternative für Deutschland, donc le parti allemand qui n'a pas encore d'eurodéputés, mais qui va faire un carnage aux prochaines élections européennes. Et si vous voulez, on a eu des accords de principe que ces gens-là se mettraient avec nous. Et ça va faire, du coup ça risque d'être intéressant parce que la voix eurosceptique, pour le coup, va être vraiment représentée. Et on pourra enfin parler de démocratie. Et c'est peut-être d'ailleurs comme ça, par la démocratie, qu'on arrivera justement à la fin de cette Union européenne. Ça sera intéressant. J'ai répondu à votre question ? D'accord. Et pour la franc-maçonnerie, je promets de m'y intéresser. Madame ? Bonsoir. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence à vouloir déconstruire l'Europe, la construction européenne telle qu'elle s'est faite, en utilisant justement les institutions actuelles? C'est la démocratie. Je veux dire, imaginez, admettons, on va prendre l'exemple des dernières présidentielles. Voilà. Je veux dire, ça ne ressemble pas à l'article 50 dont on vient de parler tout à l'heure, que M. Dupont-Aignan disait « je ne veux pas l'utiliser parce que justement, il fait partie d'une construction que je ne veux pas, dans laquelle je ne veux pas entrer. » Je vois, mais malheureusement, bien avant de parler même de l'article 50, il va falloir faire du travail. Et pour représenter, pour être écouté, il faut faire un travail de terrain. Et le travail de terrain, il passe justement par... il y a beaucoup d'intellectuels français qui sont fait connaître par la toile, et Étienne Chouard fait partie des gens que je suis assidûment. Ça fait pas partie de chez vous? Oui, je viens justement sur ce... Notre ami franc-maçon. Je viens sur ce terrain-là, justement. Je vais quand même faire très vite pour qu'on me connaisse un petit peu. J'ai failli me heurter à Nicolas Dupont-Aignan quand il a monté Debout la République, pour la bonne raison, c'est que 5 ans avant, j'avais créé un collectif qui s'appelait La France victorieuse, debout et devant. Voilà. Et donc, étant passé par l'école de Poniatowski, de tous les grands Français qui étaient partisans d'une Europe des États et non pas d'une Europe peau de chagrin comme on l'a maintenant, déjà à l'époque de Maastricht, l'un des combats de ce collectif était pratiquement la 6e République, c'était de dire que les règles de fonctionnement de toutes les élections ne sont pas démocratiques. Et qu'à partir de là, depuis la municipale jusqu'aux européennes, tout était une affaire d'État. Donc, est-ce que vous ne pensez pas, autant pour les européennes, je dis il faut voter, pour la bonne raison, c'est que c'est la seule où là c'est la vraie proportionnelle. Ça doit être obligatoire. Donc, il faut choisir un camp et il faut voter. En revanche, pour toutes les autres élections du territoire français, ne pensez-vous pas que puisque le vote blanc n'est pas reconnu, moi j'ai fait campagne, j'ai eu sur les 3 bureaux de vente que je chapeaute aux dernières législatives, il y a eu 145 bulletins identiques aux miens qui étaient ni l'un ni l'autre. La presse a refusé d'en parler. Donc, s'il y a une campagne pour dire si vous n'avez pas de parti qui vous convienne, exprimez votre vote négatif. Et si après ça, on peut mobiliser les gens pour aller contrôler les dépouillements et le faire savoir, on verra le poids réel que les gens, comme Debout la République, le poids réel qu'il y a dans l'opinion, si tous les autres sont rejetés en dehors de leur siège et de leur panier percé. Tu veux répondre ? Alors moi j'ai fait campagne tout seul, vous savez, j'ai un slogan depuis les années 80, depuis 81 exactement, c'est de dire, d'une part, tout seul on connaît bien la liberté, mais elle est bien moins belle quand on est obligé de vivre à ses côtés.
Et la deuxième, c'est de dire, moi, la France dont je rêve, c'est pas celle qui va copier le Danemark, la Suède, la Pologne ou autre. Je rêve d'une France qui soit justement un modèle pour les autres et non pas à la traîne des autres. Je suis assez d'accord. Tu veux... Moi, ce que je rêve de ma France, c'est qu'elle soit la France des Français, de tous les Français, déjà avant tout. Et quand on voit un petit peu les élections, comment elles se passent, on sait qu'il y a déjà 50% des abstentions, grosso modo, que ceux qui sont élus depuis des décennies représentent que 25 à 26%, voire entre 24 et 26% de l'électorat. Donc quelle est leur crédibilité? Donc moi c'est vrai que je serais pour faire un vote obligatoire, personnellement. Donc parce que moi j'étais électeur, j'étais commerçant, j'avais une entreprise, il m'arrivait de dire pour qui je vote. Malgré que j'ai des convictions personnelles qui étaient plutôt à droite, je vous le dis, qui étaient de valeur gaullisme et tout ça, il m'est arrivé de me poser des fois des questions. Si j'ai pas voté à droite ni à gauche. Des fois j'ai voté blanc, des fois j'ai même voté au premier tour, ça va très loin ce que je vais vous dire, j'ai même voté au Front National au premier tour des fois. Non pas par conviction du Front National, c'est parce que je n'ai pas le moyen de m'exprimer. Et aujourd'hui, les 50% de personnes qui ne votent pas, qui s'abstiennent, ils étaient dans mon cas, ceux-là, qui ne savent plus où aller, parce que la politique ne leur convient pas. Donc ils votent chez les extrêmes ou s'abstiennent. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous dis, Oui, mais justement, alors, les élections qui arrivent au niveau national, il faut que, depuis la République, il faut que tous les gens qui en ont conscience fassent campagne, d'une part, pour avoir des représentants dans le bureau de vote pour des coups, et pour que tous ceux qui refusent ce système aillent l'exprimer par un vote dans les bureaux de vote, de manière à ce qu'on puisse exiger de la presse, qui est autant squattée par les francs-maçons que la politique, si ce n'est plus, que ce vote négatif. Imaginons, je rêve, si effectivement ce que les sondages disent, malgré le trucage, il y a 75% de la population qui en a marre de l'UMPS et compagnie, s'il y a une majorité de 50% de vote négatif, ils seront bien obligés de partir. Je vais vous dire, quand vous parlez de UMPS, moi qui suis au Conseil Général, on vote à peu près 1200 rapports par an, et on vote tous ces rapports, écoutez bien, à peu près à 95% à l'unanimité. Donc quand on parle de gauche-droite, je suis bien placé pour le voir, on vote à 80, enfin les votes passent à l'unanimité, un vote à l'unanimité entre 95 et 98%. C'est un vote d'élu. Un vote d'élu. C'est un vote d'élu. Voilà, c'est un vote de machinerie. On fait signe qu'on va devoir rendre la salle très prochainement. Donc on va... Par contre, je voudrais répondre un petit peu à la dame qui se trouve là-bas à droite, qui disait que c'était Debout la République était un petit parti. Alors, madame, je vous réponds. Vous disiez tout à l'heure que Debout la République était un petit parti. Alors, moi je suis allé voir sur Wikipédia, et tout le monde peut y aller, et puis j'ai été voir sur le site de l'UDI, qui est un parti local, enfin qui est un parti d'origine locale, puisque c'était le parti radical et d'autres petits partis, et ça représente, l'UDI était comme une composante de 9 petits partis. Et vous savez le nombre d'adhérents? C'est 50 000 adhérents, l'UDI. Vient se rajouter le MoDem, qui représente pas énormément, mais c'est donc ce qui veut dire que c'est 50 000 adhérents en rapport à nous, qui sommes tout seuls, je dis bien tout seuls, on transite actuellement entre 13 000 et 14 000 adhérents. On devrait, si l'UDI se dit un grand parti, il devrait être au moins à 140 000, puisque, enfin, nous on représente 14 000 adhérents tout seuls, et l'UDI représente que 50 000 en étant 9 têtes, 9 partis, maintenant plus le MoDem. Mais ça veut dire aussi 10 chefs, 10 sous-chefs, qui veulent tous la place. Et en musique, on appelle ça, enfin, moi je sais bien, en musique, je reviens à la musique, mais l'harmonie, on ne peut pas faire de l'harmonie en ayant 10 musiciens qui jouent différemment une autre partition. Exactement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous vouliez encore ajouter quelque chose? Si je peux me permettre,
Justement, par rapport à ce côté donc petit parti en puissance, on a vu récemment l'ensemble de la classe politique française et particulièrement le gouvernement être surpris par des manifestations dont je ne donnerai pas le nombre puisqu'on n'a pas été comptabilisé. Quelle est la position de M. Dupont-Aignan et du parti sur la loi Taubira? Et est-ce que le mécontentement des Français, puisqu'on ne peut quand même pas nier l'importance de ces manifestations qui montrent quand même une volonté démocratique, est-ce que le mécontentement des Français sur ce sujet trouve un écho chez vous? Oui, il trouve certainement un écho, mais je vais laisser Laure aborder ce sujet-là. Bon, déjà, est-ce qu'on est bien d'accord? On parle du mariage pour tous? Oui, tout à fait. Écoutez, la position de Debout la République et de Nicolas Dupont-Aignan a toujours été claire. Bien avant qu'on parle du mariage homosexuel, Nicolas Dupont-Aignan, en tant que maire, lui, envisageait d'officialiser une union entre deux personnes du même sexe sous une autre appellation, qui ne serait pas le mariage, qui serait une union civile. Bon. Seulement, le PS a voulu la division, et il l'a eu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous disiez, vous ne saviez pas combien il y a eu de personnes qui ont manifesté, ça se comptait en millions. Je veux dire, voilà, hein, on parle pas de dizaines de milliers, on parle de millions. Donc notre position là-dessus, elle a été claire. En revanche, si vous ne nous avez pas vus, c'est qu'une fois que la loi a été votée, on a refusé de faire de la récupération politique parce qu'on s'est rendu compte que tous les partis voulaient avoir leur tête au JT de 20h et utiliser, en fait, utiliser cette occasion pour faire de la récupération. Mais notre position, elle a toujours été très claire. On était opposés au mariage homosexuel en tant que tel et certainement d'autant plus à l'adoption et à la procréation médicale assistée. Donc, si j'ai bien compris, opposition à la loi Taubira telle qu'elle est actuellement sur ce côté-là. Par contre, mise en place d'une union civile entre personnes de même sexe. Oui, mais sans l'adoption. Sans adoption. Et sans autre... oui, sans filiation, voilà. etc. Donc on est clair, ouais. Avec un retour, enfin je veux dire, si ce serait une des promesses de Nicolas Dupont-Aignan candidat? Oui. Oui. Avec un retrait de la... Oui, je crois que ça a été officialisé, évoqué notamment au congrès du 5 avec Frigide Barjot, qui lui a remis une charte. Merci. Je vous en prie. Sur ce genre de problème, qu'est-ce que vous pensez de la votation comme en Suisse? On propose à la votation suisse, on propose au référendum, donc à la totalité du peuple, qui est le peuple souverain, comme je pense que l'exprime Dupont-Aignan, la votation sur un problème comme ça, le peuple vote en référendum, on met une dizaine ou 3 questions ou 10 questions au référendum et le peuple vote. Et c'est le peuple qui est souverain. Et on applique, contrairement au référendum sur la Constitution européenne, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Mais monsieur, Debout la République est un parti gaulliste et les gaullistes croient au référendum et vous prêchez une convaincue. Je peux répondre? Oui, attendez, parce que... Pour l'instant, ça peut dire il y a eu tout un... Qui a proposé quoi? Tiens, mais de quoi tu parles? Bonsoir. Ah, de la voix, oui, là. La personne qui a posé la question, s'il vous plaît. Monsieur? Je sais pas, elle a un élément de réponse. Alors, Noraline Herbé, responsable des jeunes de la Moselle, pour Debout la République. Dupont-Aignan a déjà proposé un amendement à l'Assemblée nationale qui s'appellerait un référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que, à partir du moment qu'on a un nombre de signatures sur un sujet précis, il y aurait forcément et obligatoirement un référendum qui sera proposé à tous les Français. Donc là, ça serait à peu près comme ce qui se passe en Suisse. Comment? C'est ça. Exactement. Donc ça a été proposé, c'est en cours de vote. Ça a été repris par une autre formule par le Parti Socialiste. Il y a tellement de contraintes dessus. En train de masser l'heure. Heureusement que c'est là. Non, il a pas encore. La seule chose, c'est qu'il faut réunir un certain nombre de députés pour... Oui, mais maintenant, il faut parler en termes de signatures à présent. Maintenant, ça serait des pétitions avec des signatures. Bon, je vais devoir reprendre la main de la parole pour dire un petit bonsoir, un petit bonsoir à Laure, qui va devoir nous quitter parce qu'il y a encore de la route et des impératifs.
Mais ne restez assis, j'ai encore quelques mots à vous dire. Donc on souhaite un bonsoir alors. Je suis désolée de vous quitter, mais en fait, je dois repartir vers Strasbourg et donc je dois y aller. Merci à tous. Donc vous avez bien compris que le travail que... Attendez, 2 petites minutes encore, 2 petites minutes que je vous demande. Vous avez bien compris qu'on se bat quand même pour une France forte, pour une France retrouvée, pour l'avenir de nos générations. Est-ce qu'on peut valablement continuer sur ce rythme, sur cette voie? On sait qu'on va tous dans un mur, on sait qu'il y a de plus en plus de précarité. Est-ce que c'est là-dessus qu'on doit aller en restant passif? Non. Enfin, c'est mon avis. On ne doit pas attendre. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Donc je dis, réveillons-nous. Et je voudrais vous lire, j'ai la formule des petites lectures, hein. Quelqu'un qui m'avait envoyé ça, et j'ai trouvé ça super bien, et je voulais vous le lire avant de partir. Donc, à ma Lorraine, c'est une histoire d'amour que je vais te conter. Comme au premier jour, je ne cesse de t'aimer. Ta spontanéité, ta simplicité, ta diversité, ta grande beauté. Mes maîtres m'ont tant parlé de tes vallées industrielles qu'ils ont oublié les torrents, les forêts, les hirondelles. Je t'ai connu là où je suis né, là où j'ai appris, là où j'ai joué. Un château magnifique entre Meurthe et Vezouze, entre Vosges et Moselle, meurtri par les guerres, fleuri par Stanislas, ô Lunéville la belle. Sans tumulte ni fracas, la tranquillité, ville de quiétude et de diversité. J'aime tes forêts giboyeuses, de résineux et de feuillus, tes rivières poissonneuses, préservées des intrus, les bons moments au potager, les belles cueillettes dans le verger. Le printemps est splendide, la nature est en fleurs, l'été est très chaud et les blés sont bien mûrs. L'automne verra vite là pour soigner les brûlures, et l'hiver de chez nous ne manquera pas d'ardeur. Heureux toute l'année, Lorraine, je suis comblé. Les gens d'ailleurs font l'amour quand je leur parle de toi. Je sais, ce n'est pas flatteur, le coq et la sierrois. Mais dis-leur que tu es verte et bleue quelquefois. Qu'il fait toujours beau dans le cœur de tes villageois, Lorraine des fleurs, Lorraine du cœur. Ça compte dans la vie un signe, un salut, un sourire. Les Lorrains savent le faire et je veux y souscrire. Parle de ton pays, des hommes de ton histoire. L'amour de la terre vaincra. Il suffit d'y croire. Lorraine de mon enfance, plus belle région d'enfance. Tous ces gens bientôt te visiteront et t'éliront Miss France, goûteront ton pâté, ta quiche, ton savarin, et devant une potée des petits potins, apprécieront tes vins sans taire leur attirance, pour tes spécialités bien connues des initiés. Lorraine de mes aïeux, tu as beaucoup changé, transforme-toi et tu auras gagné. Merci. Je tiens à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et je compte, et nous comptons bien sûr sur vous pour faire passer le message à tous ceux qui aujourd'hui ne vont plus voter, parce que c'est eux qui sont aussi, qui ont le sens de la vérité. Je vous remercie. Bonne soirée.